Bien, écoutez, c'est moi qui suis très honoré de venir au Collège de France pour faire cet exposé. Je vous remercie, monsieur, de m'avoir invité et de m'avoir permis de me permettre d'évoquer avec vous alors deux sujets. Vous m'avez demandé deux sujets, c'est pas très facile en une heure, surtout qu'apparemment les deux sujets peuvent paraître complètement séparés. Alors comme il faut toujours essayer quand même de trouver des communs dénominateurs, je dirais que c'est au moins deux progrès en maladies infectieuses, l'un en bactériologie, l'autre en virologie. Et à travers de ce qui vous a été évoqué sur les priorités, on pourrait dire aussi que c'est deux exemples de priorités de thérapeutique sur deux priorités de l'Organisation mondiale de la santé, puisque avec le VIH et la tuberculose, il resterait le paludisme qui, heureusement, est peut-être en cours de contrôle plus aisé. Alors, on va commencer avec la tuberculose, et si vous voulez bien, les tuberculoses résistantes. Et quand on parle de tuberculose résistante, il faut essayer peut-être de situer d'abord ce qu'il est convenu d'appeler les tuberculoses MDR, c'est-à-dire le premier degré de résistance, qui est défini par une résistance au rimifon et à la rifampicine. Et dans ces circonstances-là, on a un bacille tuberculeux résistant, puisqu'on n'a plus les deux piliers essentiels de la thérapeutique antituberculeuse. Vous voyez sur cette diapositive quelques chiffres sur des estimations de cas dans le monde et également en France. Et vous voyez que globalement, parmi l'ensemble de la population tuberculeuse, c'est relativement, heureusement, encore modéré, mais il faut être prudent car les chiffres sont incertains. Et on arrive maintenant à cette autre notion qui est la tuberculose XDR, c'est-à-dire vraiment multirésistante, puisque au-delà du MDR, il y a en plus une résistance à une famille antibiotique extrêmement importante et efficace que sont les fluoroquinolones, et une résistance aux aminosides, aux aminoglycosides, autres familles antibiotiques de bonne qualité, quelle que soit l'aminoside. C'est habituellement l'amicacine qui est prise en référence, mais ça pourrait être aussi la calamicine ou un vieil antibiotique, mais on va voir qu'on peut être amené à s'en servir, qui est la capréomycine. Et si vous voulez une proportion entre ces différentes souches, eh bien, si on a 5000 souches sensibles, on a 100 MDR et 10 XDR à peu près dans le monde. Il y a essentiellement quelques pays qui sont plus concernés par ces tuberculoses XDR, qui sont d'ailleurs des pays où la prise en charge des tuberculoses n'est pas bonne et où le risque d'interruption de traitement ou de non-accès facile au traitement favorise l'émergence de tuberculose résistante. Et globalement, on peut insister sur le fait que la meilleure façon de lutter contre ces tuberculoses résistantes, c'est de prendre en charge le plus parfaitement possible les tuberculeux à bacilles tuberculeux sensibles. Et si on traite très correctement et si on donne tous les moyens d'accès au traitement antituberculeux des tuberculoses sensibles, on n'a pas de tuberculose résistante. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la France est relativement épargnée et que ce sont plus des malades qui viennent de l'extérieur que des malades vivant en France qui sont soumis à ces tuberculoses XDR. Vous avez sur cette carte les pays qui ont déclaré des tuberculoses XDR. Ce n'est pas très original parce que ça fait beaucoup de pays, donc ce n'est pas très intéressant. En revanche, c'est plus intéressant de regarder cette carte. Vous voyez qu'en noir figurent les zones où on a une incidence de ces tuberculoses XDR particulièrement importante, avec cette zone en particulier de l'ex-URSS qui comporte entre autres la Géorgie et qui est une source de contamination importante de tuberculose XDR. Oui, alors le Japon a eu un foyer, ce qui vaut cette place également dans l'ensemble des zones, mais avec là, on peut le dire d'emblée, un système de santé suffisamment performant pour que ça ne suscite pas je dirais, d'inquiétude très particulière. Et puis si on regarde ce qui se passe chez nous, vous voyez que c'est limité.
c'est encore un problème médiatique, c'est sûr, mais ça reste limité, sachant que c'est essentiellement l'Île-de-France qui est concernée et que ce sont des malades qui viennent essentiellement de cette zone géographique que j'évoquais, notamment la Géorgie. Le R0, c'est, vous savez, le risque qu'un individu soit contaminé par un agent infectieux. Il est situé à 1 en matière de tuberculose, qui est à la limite de la signification, dans la mesure où la plupart des maladies virales ont des R0 largement au-dessus de 2, 3, voire davantage, jusqu'à 20. Donc, on a une transmission, oui, une transmission modérée tout de même, par rapport à d'autres risques infectieux. Bon, cette maladie XDR n'a pas de particularité spéciale par rapport à la tuberculose, j'allais dire standard, à germes sensibles, avec tout de même un élément, c'est une virulence du BK moindre que la virulence du bacille sensible. Heureusement, c'est une règle habituelle en maladie infectieuse, les agents infectieux ne peuvent pas gagner sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'en mettant en place des mécanismes de résistance pour lutter contre les substances qu'on administre à leur encontre, eh bien, ils perdent automatiquement de la virulence. C'est vrai pour les bactéries, c'est vrai aussi pour un certain nombre de virus. Quoi qu'il en soit, c'est surtout peut-être la particularité la plus importante, c'est qu'il va falloir un traitement, c'est évident, beaucoup plus long, puisqu'on n'a pas le meilleur traitement pour lutter contre ces tuberculoses. Et vous voyez ici marqué 15 mois à 2 ans, c'est-à-dire une approximation globalement, et en sachant qu'on est obligé souvent d'adjoindre de la chirurgie thoracique pour retirer le foyer le plus contaminé dans le poumon, retirer un lobe, ce qui ne se faisait absolument plus. Les chirurgiens thoraciques ne faisaient jamais plus de lobectomie, comme peut-être il y a quelques temps, et on revient en arrière avec cette chirurgie, qui est d'ailleurs une chirurgie difficile, compliquée et à risque de complications. Vous voyez sur cette diapositive, en termes de survie en fonction de la longueur de traitement, vous voyez il y a quand même une différence quand même tout à fait significative entre les drogues actives sur les tuberculoses sensibles et puis l'intermédiaire bien sûr MDR et les tuberculoses XDR avec un pronostic tout de même moins favorable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de tuberculose, on se trouve avec un certain nombre de problèmes pour trouver des nouvelles molécules qui vont devoir être actives sur les différentes catégories de bacilles qui sont dans différents stades, dans différentes situations et dans différentes localisations. On a un certain nombre de bacilles qui sont à multiplication rapide. En général, ceux-là, on peut assez vite les inhiber. Il y a les BK à multiplication lente sur lesquels déjà l'activité est un peu plus difficile à faire. Et puis, il y a tous ces BK qui sont dits quiescents ou dormants, sur lesquels, bien entendu, l'activité de nos substances antituberculeuses est beaucoup moins bonne. Et donc, on a à la fois des bacilles qui sont dans des cellules, et en particulier dans des macrophages. Il y a des BK qui sont dans le caséum, qui est le résultat de la lutte contre la bactérie. Et puis, on a aussi ces cavernes tuberculeuses, qui sont des isolats dans lesquels il y a beaucoup de bacilles tuberculeux, et où là, il y a un risque de sélection et d'émergence de BK résistants, et qui nécessite incontestablement une association, une polychimiothérapie pour essayer de réduire la quantité de bacilles présentes. Ce qui vous explique qu'en fonction d'un certain nombre de données, cavernes, macrophages, caséum, on va avoir des activités des différents antituberculeux qui n'est pas du tout la même, avec, vous l'avez sans doute vu, l'importance de l'isoniazide, mais qui est beaucoup moins actif dans le caséum, alors que la rifampicine, qui est l'antibiotique de référence aussi en matière de tuberculose, vous voyez là une activité sur l'ensemble des bacilles tuberculeux. Et si on veut être très actif sur les bacilles en phase de multiplication, dans des cavernes ou dans des bacilles quiescents, c'est les aminosides qui semblent avoir le maximum d'activité. Alors, ces éléments étant évoqués,
qu'est-ce qu'on a pour traiter les tuberculoses résistantes? Il y a d'abord pour les bactéries multirésistantes un certain nombre de substances qui sont déjà existantes, qui sont plus ou moins exploitées, avec d'une part des dérivés, des petites sœurs de la rifampicine, à commencer par la rifapentine, qui est une molécule qui ressemble à la rifampicine, avec un même mode d'action au niveau des enzymes de la bactérie, qui est une molécule à demi-vie longue et qui a l'avantage, donc, avec cette demi-vie longue, de pouvoir être exploitée avec une prescription une fois par semaine ou avec une prescription plus fréquente, de permettre de diminuer la durée de traitement. C'est ce qui a été montré en tout cas chez la souris, avec des possibilités de traiter en 3 mois au lieu de 6 mois. Par contre, chez l'homme, nous n'en savons encore rien. Et puis, il y a une deuxième façon de faire qui est de prendre la rifampicine classique et d'augmenter les doses, à la condition que le malade puisse supporter, et en particulier sur le plan hépatique, l'augmentation de ses posologies. Et puis, il y a deux familles antibiotiques qui sont tout à fait intéressantes, qui sont existantes et qu'on utilise dans ces tuberculoses. D'abord, les fluoroquinolones, certaines fluoroquinolones, dont en particulier la dernière née dans la série, qui est la moxifloxacine, qui est très bactéricide, qui permet une durée de traitement de l'ordre de 4 mois et qui est donc très volontiers associée dans les schémas thérapeutiques à d'autres molécules. Deuxièmement, dans les oxazolidinones, une autre famille antibiotique, le linésolide. Le linésolide, on en reparlera tout à l'heure puisque ça sert aussi dans les tuberculoses XDR. Elle inhibe la synthèse des protéines qui sont nécessaires aux bacilles tuberculeux avec des concentrations minimales inhibitrices donc qui agissent sur le bacille aux alentours de 1,5 mg par litre et qui permet en tout cas une bonne négativation, vous voyez, avec un taux significatif de l'ordre de 80% des prélèvements des malades tuberculeux. Le seul problème, c'est la toxicité hématologique, qui est un problème, car au bout de 15 jours, c'est quasi systématique, ce qui peut faire discuter la nécessité de diminuer les posologies de ce type de médicaments. Viennent ensuite, toujours dans ces antibiotiques dont nous avons déjà à disposition, les sulfamides. Donc ça, c'est une vieille famille antibiotique qui a l'avantage d'être active avec les dérivés de la rifampicine et ça permet, par l'association, de réduire de façon tout à fait significative le risque de mutant. Et puis dans les bêta-lactamines, c'est-à-dire les pénicillines, on l'attendait assez peu, mais ça a été découvert il y a quelques années et ça se confirme, une efficacité de l'association amoxicilline acide clavulanique, c'est l'augmentin, et l'augmentin peut, mais de façon modeste, agir sur la bêta-lactamase du bacille de corps, ce qui veut dire que ça peut participer à une association, mais que bien entendu, seul, ça n'aurait aucune valeur thérapeutique. Et puis dans cette même série, il y a ce qu'on appelle les carbapénèmes, qui inhibent la transpeptidase du peptidoglycane, c'est-à-dire de la paroi du bacille tuberculeux, et là aussi, qui pourrait être proposé dans des situations difficiles, mais a priori, on ne tient pas trop à utiliser ces antibiotiques qui servent par ailleurs dans bien des circonstances, en particulier dans des bactéries multirésistantes d'autres natures que le bacille tuberculeux. Et puis, il y a la clofazimine, qui est une substance modérément active, avec des concentrations qui sont efficaces, mais très proches de ce qu'il faut pour inhiber un bacille sensible, ce qui veut dire que finalement, avec des pics qui sont modérément suffisants pour obtenir l'inhibition du bacille, ça ne donne pas une substance particulièrement géniale en matière d'efficacité. Donc, ça marche sans doute pas mal sur les BK ou le métabolisme ralenti, c'est-à-dire ceux qu'on voudrait aussi quand même tuer. Et bon,
on est quand même obligé de prendre en compte, quand on est dans le dénuement, cette substance pour faire des essais dans les tuberculoses XDR. Alors ça, c'est un petit peu l'arsenal de ce que l'on a à disposition déjà, ce que l'on peut utiliser. Et puis, on est obligé d'aller vers d'autres molécules qui sont en cours de développement, en cours de recherche, et c'est ce que je vais vous montrer. Vous allez voir que l'industrie est quand même en recherche de pas mal de molécules. Alors, cette première diapositive sur cette thématique, simplement pour vous montrer qu'il faut quand même essayer de trouver un certain nombre de tests pour vérifier l'efficacité de ces substances candidates à une action antituberculeuse, aussi bien in vitro. Je ne vais pas m'étendre trop parce que ce n'est peut-être pas exactement ce que vous attendez, mais sachez que in vitro, in vivo, qu'on est obligé même dans le centre volontaire de mesurer l'activité bactéricide de ces médicaments sur le bacille tuberculeux, de vérifier aussi chez l'homme la décroissance bactérienne dans les crachats de ces BK et de chercher à savoir s'il y a vraiment... Alors, guérison, ça doit être absolument utilisé entre guillemets dans la mesure où on a bien vu que la question qui était posée le mettait en avant. L'immunité est un élément essentiel et que par conséquent, il y a guérison avec toujours une réserve, car s'il reste quand même quelques bacilles et que l'immunité doit diminuer, eh bien, il y a possibilité de rechute. Et dans ces nouvelles molécules, eh bien, la première, et c'est celle-là qui est sans doute au jour J d'aujourd'hui la plus importante et la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle la bédaquiline, qui est aussi commercialisée, qui est en cours de commercialisation et qui s'appelait avant TMC 207. Vous avez peut-être entendu parler parce que les journalistes étaient très friands de ça au moment des tuberculoses XDR. C'était pour eux là, le TMC 207. Est-ce que vous utilisez le TMC 207, etc. Bon. Alors, c'est une diarylquinoline qui inhibe une enzyme des mycobactéries et incontestablement avec une grande efficacité, dans la mesure où vous voyez les concentrations minimales inhibitrices sont très faibles, donc intéressant qu'ils se situent justement assez proches du rimifon. Il n'y a pas de résistance croisée, et c'est ça l'intérêt, c'est que finalement c'est une nouvelle famille qui est complètement active sur ces bactéries et que donc on peut imaginer qu'elle est efficace sur l'ensemble des souches. Et vous voyez ici un certain nombre de mycobactéries qui sont marquées là. En dehors de la tuberculose, il y en a plein d'autres sur lesquelles cette bédaquiline est active. Donc c'est actif sur les bacilles résistants comme ça l'est sur les bacilles sensibles. Donc ça marche sur la tuberculose, sur les BK dormants, donc sur les tuberculoses latentes aussi. Et cette bonne activité permet de dire qu'a priori, on pourrait imaginer ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire un raccourcissement des durées de traitement. En tout cas, ça a été démontré comme étant efficace chez la souris et le cobaye, et puis nous l'utilisons effectivement chez l'homme. Chez tous nos malades arrivant de Géorgie, ça fait partie du cocktail systématiquement, mais comme c'est dans un cocktail avec d'autres thérapeutiques, c'est difficile de démontrer sur un nombre limité de malades que la substance est particulièrement efficace. Mais on peut le penser, puisque sinon ces malades évolueraient toujours vers une évolution de leur maladie tuberculeuse. Donc ça a une forte activité bactéricide, c'est synergique avec d'autres antituberculeux, et en particulier un très bon antituberculeux qui est le pyrazinamide. Ça marche aussi avec les fluoroquinolones, et tout cet ensemble permet effectivement la diminution de durée de traitement. Alors voilà ici marqué sur ces diagrammes un petit peu la qualité de bactéricidie de cette bédaquiline à deux. Vous voyez que finalement, quelle que soit la concentration, ce qui montre bien que ce produit est particulièrement actif, c'est qu'avec une concentration à la limite plus forte, ça ne modifie pas grand-chose. Et ici, pour le situer par rapport à d'autres antituberculeux, vous voyez la bonne valeur de la bédaquiline par rapport à la rifampicine qui fait quand même un petit peu mieux et par rapport aux autres substances dont le rimifon. Voilà ici sur cette diapositive marquée de façon un petit peu différente l'évolution dans le temps avec la réduction de la charge tuberculeuse dans des poumons
infectés, avec ici à chaque fois la présence dans l'association choisie de cette bédaquiline. Donc on a un bon produit qui a été testé chez l'homme avec des résultats que vous voyez marqués ici en termes cinétiques, de pics sériques satisfaisants. Voilà les caractéristiques de demi-vie, dont une demi-vie longue. Attention parce que c'est sensible aux associations médicamenteuses dans la mesure où le cytochrome P450 qui booste certaines molécules pourrait être en concurrence. Globalement, eh bien, vous voyez qu'en association, par exemple avec le pyrazinamide, eh bien, la négativation des expectorations chez les malades, c'est 48% versus 9% quand on est avec un placebo. C'est pour ça que cette molécule a reçu une autorisation temporaire d'utilisation dans les tuberculoses XDR, c'est ce qui nous intéresse, ou éventuellement, alors ça c'est de la nuance, peu importe, pré-XDR, c'est-à-dire qu'il reste encore une sensibilité dans les pré-XDR au fluoroquinolone. Voilà ici la réduction que je vous exprimais entre les 9% et les 48%, entre placebo et placebo avec TMC 207. Donc là, on a quand même, vous le voyez, une diminution tout à fait significative des cultures de bacilles tuberculeux. Alors ça, bédaquiline, c'est sur les rails, ça marche et ça semble devoir être développé assez rapidement dans le futur. On va passer maintenant à d'autres molécules qui sont plus ou moins avancées. Dans les avancées, il y a les dérivés de la nitroimidazopyrane, et à commencer par celle-là, je dirais assez vite, parce que c'est surtout la petite sœur qui nous intéresse, la de la manite, que je vais vous montrer. Sinon, vous avez ici les caractéristiques de ce PA824 qui est actif sur le BK, aussi bien le BK résistant que le BK sensible. Là encore, sur des BK à multiplication très très lente, voire BK dormant, et qui assure aussi une bactéricidie. À chaque fois qu'on a une bactéricidie, on est en situation tout de même d'avoir un espoir thérapeutique. L'action chez l'animal s'est révélée, disons globalement moyenne, de temps en temps médiocre, de temps en temps correcte, en fonction des associations qu'on faisait avec les autres antituberculeux. Et ces caractéristiques chimiques, cinétiques, vous les avez ici. J'allais dire dans une certaine mesure, peu importe. Ce qu'il y a, c'est que c'est cette synergie intéressante potentiellement avec d'autres antituberculeux. Donc activité, oui, mais activité qui nécessite impérativement une association. Vous me direz, on le fait systématiquement, mais néanmoins, c'est toujours intéressant quand on étudie une molécule de savoir ce qu'elle fait seule. Alors la petite sœur que je vous annonçais, c'est celle-là. Et celle-là, elle va être commercialisée. La meilleure preuve, c'est qu'il y a déjà le nom commercial, qui est le Deltiba, qui est le dolamanide, donc qui est dans la même famille que celle que je vous montrais précédemment. C'est des substances qui sont proches d'une famille antibiotique qu'on connaît bien, qui est le métronidazole. Le métronidazole, c'est le flagile, qui est utilisé contre les anaérobies essentiellement, avec des mécanismes d'action qui sont par conséquent les mêmes. Vous voyez des concentrations minimales inhibitrices intéressantes, faibles, avec une activité stérilisante sur les BK qui sont tolérants à l'isoniazide. Chez la souris, on a montré une activité bactéricide et des résultats intéressants en termes d'efficacité versus des placebos sur des bactéries multirésistantes. Vous l'avez ici exprimé sur ça entre la dolalamide, d'ailleurs, quelle que soit là encore la posologie, qui donne à peu près les mêmes résultats par rapport à un placebo. Et puis, on va passer, alors bon, bédaquiline, dolamanide, ça devrait arriver, et puis après, on va tomber dans ce qui est en recherche actuellement, avec des résultats variables suivant les molécules. Je vais vous les montrer tout de même. Il y en a un certain nombre, ce qui veut dire que quand même les chercheurs cherchent et les industriels travaillent
à cette problématique. On reproche toujours à l'industrie actuellement de ne pas chercher des antibiotiques, mais néanmoins, il y a quand même quelques éléments positifs. Alors il y a ce qu'on appelle le SQ109 qui ressemble à de l'éthambutol, qui fait partie des bons antituberculeux dans les quadrithérapies qu'on utilise, avec des concentrations minimales inhibitrices, là encore, tout à fait satisfaisantes, 1,5 mg, une synergie comme on l'a pour l'éthambutol avec la rifampicine et le rimifon, et une bactéricidie en modèle murin, à condition bien entendu d'être en association, car seul ça ne suffit pas. D'ailleurs, l'éthambutol est un petit peu dans cette même problématique aussi. Ensuite, eh bien, il y a, comme tout à l'heure, si vous vous en souvenez, peut-être on a parlé du linésolide, eh bien, dans la même famille que le linésolide, c'est-à-dire des oxazolidinones, on a ce qu'on appelle le sutésolide, qui a une action intéressante, plus intéressante peut-être que le linésolide sur le bacille tuberculeux, et qui permet là aussi de diminuer la durée des traitements. La vérification de son efficacité a surtout porté chez la souris, mais on a pu montrer aussi chez l'homme qu'il y avait une activité bactéricide supérieure à celle du linésolide. Dans les benzothiazinones, alors ça c'est une nouvelle classe d'antituberculeux, puisque c'est une série de molécules, et c'est une série de molécules qui inhibent la synthèse de la paroi bactérienne du bacille, qui montre une activité sur les bacilles chez la souris, avec une activité bactéricide, mais qui en revanche n'a pas d'action sur les BK dormants, ce qui est toujours un inconvénient, et qui donc par conséquent ne peut s'envisager en thérapeutique que dans le cadre d'une association. Sans vouloir aller trop vite, on passe à la famille suivante, mais qui est aussi en termes de recherche est actuellement en cours de développement avec plusieurs substances donc, qui font partie de ce qu'on appelle les indoles carboxamides, qui sont des molécules. Vous voyez, il y en a deux qui sont utilisées en recherche, le NITD 304 et le NITD 349, qui inhibent des protéines qui sont indispensables à la multiplication du BK. Et dans le modèle souris, là encore, et sans qu'il y ait à ma connaissance d'essais faits chez l'homme, il y a une bonne bactéricidie et donc une efficacité. Voilà ici marqué la bactéricidie potentielle de ces substances qui, vous voyez, que ce soit les deux, là, le 304, là ici c'est le 304, et en comparaison au rimifon, avec des activités bactéricides qui sont tout à fait satisfaisantes. Autre famille, imidazopyridinamide, qui est appelée dans le nom de recherche Q203, qui agit sur les cytochromes et qui bloque la croissance du bacille, qui marche sur les MDR comme les XDR, et qui, là encore, chez la souris, dans le modèle souris, qui sert le plus, une efficacité pour des concentrations relativement modérées, 1 mg par litre. Et voilà ici l'illustration de cette diminution des infections sous l'effet de ce type de substance assez mesurée à l'intérieur des macrophages dont on a vu tout à l'heure que c'était une des cibles du bacille tuberculeux. Alors, je terminerai sur ce chapitre, et pour rester dans les temps, pour vous montrer un petit peu ce que nous, on a utilisé à Pitié-Salpêtrière. On a, nous, j'allais dire le triste privilège de recevoir un certain nombre de sujets qui viennent de Géorgie, dans des conditions difficiles, qui expriment bien d'ailleurs pourquoi ils sont contaminés. C'est souvent des anciens prisonniers, des anciens toxicomanes qui sont en général co-infectés avec de l'hépatite C et qui arrivent en France avec des tuberculoses extrêmement développées, massives, et qui crachent alors, des quantités
extraordinaire de bacilles multirésistants et qui nous oblige à trouver un certain nombre d'associations. Alors heureusement, on a la Pitié-Salpêtrière, le centre référent de la tuberculose, qui nous permet d'avoir un laboratoire très performant, qui nous permet de dire, eh ben oui, c'est bien une tuberculose résistante. Voilà les molécules qui sont susceptibles d'être actives encore un peu ou modérément sur ce bacille tuberculeux. Et à vous, messieurs les cliniciens, de trouver le cocktail qui sera à la fois efficace et correctement toléré. Et sur les 21 premiers cas qu'on a, je me suis arrêté à la fin 2013, qui étaient donc des sujets qui venaient essentiellement de Géorgie, mais, enfin d'ex-URSS en tout cas. Voilà les antibiotiques. Vous voyez, le linezolide, on l'utilise à tous les coups. Et donc, la bédaquiline dans la grande majorité des cas, et puis vous voyez, même ce que je considère comme médiocre, 90% des cas on l'utilise, et puis on utilise des vieux trucs comme le PAS, l'acide para-aminosalicylique, et puis vous voyez les autres qui sont utilisés, tout ça rentrant dans des associations qui en général comportent au minimum 5 antituberculeux et qui montent en général à 6, éventuellement 7, et si c'est nécessaire à 8, et ça on a été jusqu'à 9. Mais bon, sur ces 21 cas, il y en a 18 qui en sont a priori sortis. Il y a eu 2 décès, dont un qui est mort d'autre chose que de sa tuberculose. Mais bref, en tout cas, vous voyez que se pose la question de la durée de ces traitements. Et pour le moment, dans nos appréciations, on les traite pendant 1 an après négativation des prélèvements antituberculeux. Ce qui veut dire que pour négativer, il faut déjà plusieurs mois, et ce qui aboutit à des hospitalisations particulièrement longues. On groupera les questions peut-être après, ou je sais peut-être mieux. Donc je vais embrayer sur la deuxième thématique qui m'a été proposée, c'est-à-dire les évolutions récentes en matière de traitement anti-VIH. Alors là, évidemment, on rentre dans une problématique un petit peu différente, et en tout cas, maintenant, on est avec un peu de recul pour dire l'importance des progrès qui ont été menés, vous les avez évoqués tout à l'heure, et donc je vais essayer de positionner ça en sachant que les progrès actuels, c'est certes dans des molécules nouvelles, mais c'est surtout peut-être dans la façon de les utiliser et de gérer cette thérapeutique, qui est quand même une thérapeutique assez compliquée. Il y a un certain nombre de contraintes qui sont rappelées sur cette diapositive. C'est que d'abord, on a affaire, et c'est toute la difficulté, à un virus intégré dans la cellule, qui est intégré dans le noyau. Et une fois qu'il s'y est intégré, et il le fait très très rapidement après la contamination, c'est définitivement fini, on ne peut plus le déloger, c'est terminé, et c'est ça qui bloque pour guérir l'infection à VIH. Deuxième élément, c'est que quand on ne traite pas, vous voyez que c'est un virus qui est potentiellement, pas obligatoirement, mais potentiellement à forte multiplication. Et ça va jusqu'à 10 milliards de nouvelles particules par jour. Comment voulez-vous que notre organisme et son immunité puissent contrôler une multiplication pareille? C'est la raison pour laquelle, comme en plus c'est le système immunitaire qui est la victime numéro 1 de ce virus, eh bien, on s'effondre progressivement pour aboutir à un risque de sida. Troisième problème, c'est que c'est un virus en plus instable, c'est-à-dire qu'il se mute, il bouge, il crée des résistances, et tous ces virus instables sont évidemment des soucis pour les thérapeutes, puisque on va avoir avec les médicaments un risque de voir apparaître des résistances. Une infection évolutive, bon ça va, on s'en doute, mais aussi, et je vous en reparlerai, qui s'associe à une très forte réaction inflammatoire de l'organisme, et cette réaction inflammatoire va demeurer souvent malgré le traitement et va être susceptible de provoquer des troubles dont il faut tenir compte dans la prise en charge thérapeutique.
Donc les objectifs, ils sont bien évidemment de réduire la multiplication de ce virus, donc autrement dit de réduire le plus possible la charge virale. Et c'est aujourd'hui ce qu'on arrive à faire, hein, puisque maintenant, un malade traité convenablement a une charge virale inférieure à 20 copies par millilitre. C'est ce qu'on mesure, ce qui veut dire que par rapport à ce qu'on avait avant, on a considérablement amélioré les choses. Avant, on était très content d'être en dessous de 200 copies. Maintenant, c'est moins de 20 copies avec les tests qui sont faits. Et souvent, il y a maintenant des malades qui ont 0 copie ou 1 copie. L'objectif d'éradication, c'est bien sûr ce qu'on voudrait à terme faire, mais pour le moment, c'est un échec. Alors, est-ce que ça voudra dire qu'on n'y arrivera jamais? Il ne faut pas dire ça, mais pour le moment, on n'y arrive pas. Et on s'aperçoit très bien que même des malades qui sont traités pendant des années avec une observance parfaite, qui ont pris tout ce qu'il fallait, etc., qui n'ont pas une charge virale en dessous de 20, toujours indétectable, et bien, si vous arrêtez, en 8 jours, ils remontent leur charge virale. Donc, on a des espoirs, on mesure l'acide nucléique, en particulier l'ADN dans les cellules, et on regarde le nombre de copies. Parfois, on arrive à réduire, il n'y a pratiquement plus rien. On se dit, il n'y a presque plus rien. Mais c'est presque plus rien qui fait que, de toute façon, ce n'est pas rien. Et le pas rien aboutit à une reprise. Troisième élément, il faut qu'on ait des traitements les plus simples possibles si on veut que les traitements soient pris. Et enfin, il nous faut des bonnes tolérances, j'y reviendrai aussi, si on veut une bonne observance, car bien sûr, il faut aller dans la durée. Alors, l'objectif du traitement, c'est de diminuer très vite, le plus rapidement possible, la charge virale. Toute thérapeutique antirétrovirale doit aujourd'hui casser littéralement la charge virale dans les meilleurs délais. Avant que l'immunité ne s'effondre, avant que l'immunité ne commence même à baisser. Et ça, on y arrive tout à fait bien. Mais tout ceci est important car il va falloir tenir dans la durée. Jusqu'à plus ample information, tous les malades traités seront traités à vie. Ça changera peut-être, mais pour le moment, c'est à vie. Donc il faut durer. Et durer, ça veut dire faire en sorte que le malade soit parfaitement observant, donc accepte le traitement, et une fois accepté, le prenne sans dérogation. C'est la meilleure façon d'éviter les résistances virales, et ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que plus le traitement est simple, plus l'observance sera meilleure et moins on aura de résistance. Et bien entendu, il faut éviter, réduire, ça c'est le travail de l'industrie pharmaceutique, de trouver les molécules les moins toxiques. Alors les limitations potentielles, on les imagine assez bien, j'en ai déjà évoqué quelques-unes. C'est que si le malade n'est pas parfaitement observant, eh ben, il y a un risque de voir le virus remonter un petit peu. Les gens disent « Oh, vous savez, docteur, j'en ai marre, j'ai pris quelques libertés, j'ai pas pris telle molécule, vous m'avez dit de prendre 3, j'en ai pris 2 pendant 15 jours. » Donc, ça, c'est les meilleurs éléments pour donner au virus les chances de se remultiplier. Il faut tenir compte de tout ce qui est pharmacologie et pharmacodynamie. Il faut tenir compte de tout ce que le malade a reçu antérieurement. Donc, on va être obligé de tenir compte des thérapeutiques numéro 1 pour prendre des thérapeutiques de relais s'il y a des échappements. Tenir compte de tout ce que vous voyez ici et qui sont finalement des éléments relativement limitants dans la thérapeutique. Alors, au moins, ce qu'on sait, c'est que cette diapositive peut être un peu compliquée, mais pour vous montrer qu'à tous les stades de la multiplication du virus dans une cellule, c'est-à-dire au moment où il entre dans la cellule, puis où il va commencer à transformer, utiliser sa reverse transcriptase pour devenir un RNA viral, puis ensuite s'intégrer, puis ensuite transcription dans le noyau, et puis ensuite sortie et assemblage de protéines, avant de sortir et d'aller infecter une autre cellule, à tous ces stades, on peut essayer de trouver des molécules qui inhibent. Et ce qui veut dire qu'on peut additionner, donc associer
les mécanismes et agir à plusieurs niveaux. Et quand on agit à plusieurs niveaux, on est beaucoup plus efficace. Et vous avez comme ça alors des inhibiteurs d'attachement et de fusion, des inhibiteurs de la reverse transcriptase, qui sont les premiers qui ont été découverts, et puis les inhibiteurs d'intégration, et puis les inhibiteurs de protéines, les antiprotéases, les fameuses, qui ont été un progrès fabuleux dans la thérapeutique. Et puis, on pourrait aussi trouver peut-être au niveau de l'expression, mais pour le moment, ce n'est pas tellement la recherche. Je vous ai dit que ce qui nous pose problème, éventuellement, ce qui nous posait problème, c'était les toxicités. Vous voyez que les toxicités, elles sont importantes. Que ce soit les inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase, que ce soit les inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase, que ce soit les inhibiteurs de protéase, tout ça, ça perturbe les mitochondries, le système nerveux, les actions métaboliques, avec des conséquences que vous voyez marquées ici, et qui sont des vrais problèmes. Et quand on dit que c'est pour ça que c'est marqué ici, les lipoatrophies qui caractérisaient l'évolution sous traitement d'un certain nombre de malades, constituaient une difficulté majeure. Je vous montre ici, voilà, ça c'est la lipoatrophie au niveau du visage, qui est particulièrement importante, avec des inhibiteurs de protéase. Ici, l'atrophie au niveau des membres inférieurs, où on voit saillir les éléments veineux par fonte musculaire et fonte des éléments cutanés et sous-cutanés. Et deuxième élément, c'est ça. Ça, c'était la dose quotidienne d'un malade au début du traitement, où il y avait en général entre 24 et 30 pilules par jour. Rien que ça a de quoi vous couper l'appétit. Et là où on voit que les progrès sont fabuleux, c'est qu'en 2014, on peut traiter avec un comprimé par jour. Donc à la limite, c'est mieux qu'un traitement antihypertenseur ou équivalent à un traitement antidiabétique. Alors là, on rentre quand même dans des possibilités, je dirais, de thérapeutique au long cours beaucoup plus faciles à faire accepter. Mais quand même, comme je vous l'ai évoqué, les risques ils sont quand même à plusieurs niveaux. Les modifications lipidiques avec des troubles cardiovasculaires, des risques cardiovasculaires, les lipodystrophies, j'en ai dit un mot, les inhibiteurs de protéase entraînent des déminéralisations osseuses qui sont responsables par conséquent de fractures, et puis même si ce n'est pas très documenté, on se pose aussi la question de ces thérapeutiques au long cours qui pourraient avoir des troubles neurocognitifs, entraîner des troubles neurocognitifs qui sont en cours d'appréciation. Ce qui veut dire que, vous voyez, finalement, le VIH, c'est bien sûr le déficit immunitaire et qui aboutit au sida, mais c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, tout cet ensemble d'activation inflammatoire qui va entraîner tous ces désordres cardiovasculaires, osseux, etc., avec, et ça on l'a constaté depuis le début, et ça n'est toujours pas effacé, un vieillissement prématuré. Donc, si vous voulez, un malade traité par des antirétroviraux efficaces, il a 10 ans d'avance sur les sujets séronégatifs. Donc, tous les ennuis que l'on est tous susceptibles de rencontrer à un moment de son existence en vieillissant, eh bien, le VIH risque de les rencontrer à peu près 10 ans plus tôt. Et puis, il y a cet élément qu'on mesure mal, qu'on apprécie très très mal, mais dont on sait qu'il existe et qui constitue un problème majeur, c'est les réservoirs du virus. Nous, ce qu'on regarde, c'est le virus dans le sérum, dans les lymphocytes qui circulent. Mais au-delà de ça, eh bien, il y a tout un tas de secteurs qui sont porteurs de grandes quantités de virus, alors qui peuvent être progressivement diminués par la thérapeutique, mais au bout de combien de temps et dans quelles conditions et avec quel type de molécules, là on n'est pas encore très bon pour le déterminer. Et il y en a beaucoup de ces réservoirs. Alors il y a l'intestin, ça incontestablement l'intestin est un grand réservoir de VIH, mais il y en a éventuellement au niveau pulmonaire, au niveau du système nerveux, dont on sait très bien que les cellules du système nerveux peuvent comporter du la
l'appareil génital. Bref, il y a tout un tas de secteurs que nous ne maîtrisons probablement pas suffisamment bien pour espérer répondre à toute cette obligation d'inhibition de la multiplication virale, les problèmes de toxicité et les problèmes que j'évoquais de vieillissement. Donc ça, c'est pour aller en synthèse, des molécules efficaces bien tolérées, etc., des associations synergiques avec un nombre suffisant pour un traitement précoce. Là aussi, on a souvent dit, bon, on ne peut, pendant longtemps, on a traité les malades qu'à partir d'un certain seuil, parce que c'était une relative décision, une bénéfice-risque. Dans la mesure où les molécules étaient mal tolérées, on disait, ben, vaut peut-être mieux attendre, puisque si on a plus d'inconvénients secondaires que de bénéfices sur une maladie qui évolue lentement, il faut peut-être attendre. Et quand vraiment les choses n'iront pas bien, à ce moment-là, on traitera. Maintenant, c'est fini, ça. On va vers une thérapeutique pour tout le monde, ce qui est logique. Un agent infectieux dans l'organisme, c'est pas bon. Même si on dit on peut éventuellement attendre un peu, etc., toute infection présente, tout sujet qui est porteur d'un virus, on doit faire en sorte de l'éradiquer. C'est ce qu'on voit actuellement, d'ailleurs, entre parenthèses, avec l'hépatite C aujourd'hui, c'est un peu la même discussion. Alors vous voyez sur cette échelle les différentes thérapeutiques qui ont pu être trouvées depuis 1987, ça c'est la ZT, après le DDI, DDC, enfin, etc. Il y en a toute une tripotée. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'industrie, une fois qu'elle est partie et qu'elle a trouvé la ZT, elle s'est mise à trouver une foultitude de molécules avec une vitesse accélérée. Ça, c'est remarquable. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de cette potentialité qu'on a des chercheurs, pas les cliniciens ils ne sont pour rien, des chercheurs, de trouver toutes ces molécules qui ont des vertus. Et une fois que c'est parti, on a l'impression que ça va très vite. Et voilà, ça, c'est l'arsenal thérapeutique actuel avec les molécules, hors les plus récentes que je vais vous montrer. Et vous voyez que déjà, avec tout ça, vous avez de quoi faire. Alors, il y a les premières qui sont là et qui maintenant ne sont pratiquement plus utilisées, AZT, 3TC, D4T, DDI. Ça, tout ça, c'est fini. Alors, par contre, celles-là, elles sont utilisées. De même, ça, c'est déjà maintenant quasi périmé. Et puis, dans les inhibiteurs de protéase, vous avez alors encore toute une série avec certaines qui sont plus utilisées. Même l'indinavir, qui a été une excellente molécule antiprotéique, eh bien, n'est plus utilisée. Le saquinavir n'est plus utilisé. Le nelfiavir n'est quasiment plus utilisé, etc. Et c'est celles-là, celles du bas de colonne, qui sont employées. Alors, simplement à titre d'illustration, la plus récente des inhibiteurs de protéase, c'est le darunavir, Présista. C'est intéressant parce que ça marche sur des souches résistantes, par exemple, qui ont muté vis-à-vis d'autres inhibiteurs de protéase. Donc elle a en plus des qualités de stabilité, de robustesse, c'est-à-dire que ça ne va pas faciliter l'émergence de mutants résistants. Donc tout ça est très bien, ce d'autant que la tolérance est meilleure, bien meilleure, et sans les effets secondaires, en particulier sur les lipides, que j'évoquais tout à l'heure, ces risques de lipodystrophie par augmentation des triglycérides ou du cholestérol. Donc stabilité, robustesse, ça fait des molécules de très bonne qualité. Et puis déjà, on a des possibilités d'association qui vont permettre de réduire le nombre de comprimés. Je vous les ai marqués là, que ce soit 2 molécules dans un seul comprimé, comme vous le voyez ici, ou 3 molécules également dans un seul comprimé. Et quand on a maintenant... Voilà, alors c'est formidable. Le trisivir, c'est déjà quasi périmé. Et pourtant, ça a rendu des services fabuleux. Le trisivir, c'était un comprimé matin et soir. Mais ça, maintenant, à triplat, M-Triva plus Tenofovir plus Flavin, un comprimé par jour. Un comprimé par jour. Alors, voilà encore marqué de façon différente certaines anciennes, telles que je vous les ai montrées, et puis, dans ces catégories-là, les nouvelles, qui sont marquées en plus gros et en plus gras.
Vous voyez que bon, dans cette catégorie des inhibiteurs de la reverse transcriptase, il n'y a pas grand-chose. En revanche, dans les inhibiteurs non nucléosidiques, eh bien, on a de nouvelles catégories, ici les travirines, la rilpivirine, qui sont tout à fait intéressantes car beaucoup plus efficaces que les plus anciennes. Et puis cette catégorie-là, les anti-intégrases, qui agissent donc pour empêcher le virus d'entrer dans le noyau. Et alors ces molécules-là, elles sont d'une activité extraordinaire, dont on a une qui s'appelle le raltegravir et qui a maintenant déjà des petites sœurs, dont le dolutegravir, qui est aussi à notre disposition. Et ce qui permet donc de faire d'autres associations entre toutes ces molécules. L'industrie est à même d'imaginer un certain nombre et on a une association, par exemple, de tenofovir, qui est un inhibiteur que vous voyez ici, avec FTC, qui est un deuxième inhibiteur, plus de la rilpivirine que vous voyez ici, qui est un inhibiteur non nucléosidique, et ça s'appelle les Vipléra, et c'est encore une triple association, parce qu'il faut une triple association pour commencer à être efficace. Alors voilà, là encore, à titre d'exemple, je vous ai parlé de ces deux molécules dans les inhibiteurs non nucléosidiques, avec des caractéristiques d'efficacité, de très bonne efficacité, avec une barrière génétique, c'est une stabilité en matière de résistance bien meilleure que les anciens qui étaient, eux, très vite de déclencher des phénomènes de résistance. Et là aussi avec des bonnes tolérances, et en particulier sur les effets neuropsychiatriques qui sont parfois gênants dans de l'utilisation de certaines de ces molécules. Et puis il y a les inhibiteurs d'intégrase. Et bien voilà, simplement pour vous montrer, vous voyez, je vous ai dit leur qualité, l'isentresse, je vous ai dit qu'on avait le deuxième dolutegravir. Et bien c'est extrêmement rapide, ça casse la charge virale extrêmement vite. Donc par exemple dans des formes graves, quand on reçoit un malade qui a un sida, ça arrive encore, qui arrive d'Afrique par exemple, ou des gens qui n'ont pas voulu se traiter pendant des années, ils arrivent au stade sida, ils ont des charges virales à 1 million de copies par millilitre, eh bien on leur met de l'isentresse ou a fortiori maintenant du dolutegravir et on obtient très très vite une cassure de la charge virale pour des tolérances tout à fait excellentes. Par contre, parfois une barrière génétique limitée, c'est-à-dire un risque de résistance, en sachant que par contre le dolutegravir, ça sera à confirmer, mais ça marcherait mieux en termes de stabilité pour éviter l'émergence de mutants résistants. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et là encore, ça ouvre la porte à des associations. Je vous ai parlé déjà de celle-là. Et bien la dernière c'est une association de tenofovir, de FTC, qui est de la même catégorie, avec de l'elvitegravir, que je vous ai montré tout à l'heure, plus un agent stabilisant, peu importe, qui s'appelle le cobicista, et tout ça, alors 1, 2, 3, 4, c'est pour ça que ça s'appelle le quad, qui est commercialisé sous le nom de Stribil, et là aussi, efficacité, tolérance, incomprimé par 24 heures. Alors voilà ce que ça donne en matière de prise en charge thérapeutique, pour vous montrer simplement sur cet histogramme, au fur et à mesure du temps, la montée en puissance de ces mises en place thérapeutiques dans l'ensemble des suivis des malades qui ont une infection par le VIH. Ici, pour vous montrer, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est les prises en charge et pour les malades infectés par rapport aux malades, excusez-moi, on pourrait dire malades diagnostiqués par rapport aux malades infectés, le pourcentage qui vont être pris en soins sous antirétroviraux et avec des charges virales contrôlées. Et ça, c'est peut-être un petit cocorico pour montrer qu'en France, on fait mieux qu'aux États-Unis en matière de prise en charge. Excusez-moi, vous pouvez revenir sur la première, sur la Celle-là ? Oui, vous pouvez nous l'expliquer. Oui, bien sûr. Voilà, alors ça, en fait, je n'ai pas détaillé parce que c'est en fonction de la charge virale qui est soit si on prend 500 copies, soit si on prend 50 copies, ou si on regarde par rapport au CD4, ceux qui ont plus de 500 CD4 et qui sont pris en charge, eh bien, c'est la quantité de personnes qui sont introduites, on va dire,
dans des schémas thérapeutiques. Et vous voyez que, alors que dans les années 97, 99, etc., on était essentiellement sur des mesures de charge virale inférieures à 500, on est maintenant avec des exigences depuis 2007 beaucoup plus fortes, avec des charges virales qui doivent être inférieures à 50 copies, et ça, bien sûr, ce sont exprimés en pourcentage d'efficacité. Voilà, ici donc, encore une fois, c'est la prise en charge de ces malades. Donc évidemment, il y a beaucoup, si on prend le 100% de personnes infectées, il va y en avoir un pourcentage qui sera diagnostiqué, ce qui veut dire que là, tout ça, c'est des gens qui ne sont pas diagnostiqués. Ceux ensuite qui sont pris en soins, et vous voyez que c'est là la différence se fait entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, on a beaucoup toujours de reproches à se faire, mais n'empêche qu'en matière de prise en charge, en matière de santé, on met à disposition les thérapeutiques de façon beaucoup plus facile, tout est gratuit, c'est du 100%, et donc ça permet aux gens de se faire traiter beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ça se confirme donc là, et ça se donne dans les résultats aussi. Voilà, et encore, ça c'est déjà une diapositive qui date un petit peu, puisque c'est un travail de 2011, et bien je peux vous garantir qu'avec dans 2014, ce 52% serait largement au-dessus. Donc ça, pour résumer un peu certaines choses, ce qu'il faut, parmi ces, vous imaginez le nombre d'associations qu'on peut envisager compte tenu de la multiplicité de nos molécules. Eh bien, en fonction de tout ceci, il ne faut pas louper le début. Il ne faut pas louper. C'est le premier traitement qui est le plus important. Si le malade comprend l'importance qu'il y a à se traiter, eh bien, le premier traitement chez les patients dits naïfs aboutit à un succès quasi obligatoire. Échec, c'est exceptionnel, et à ce moment-là, on est très bon. Si le malade en est convaincu, encore une fois, il continuera pendant des années. Lorsqu'il y a échec, parce que peut-être qu'il y a quand même des épuisements de traitement, mais surtout parce que souvent il y a des malades qui ne prennent pas parfaitement et qu'à ce moment-là le virus réside, à ce moment-là on est en échec. Et plus on est en échec, évidemment les deuxièmes lignes de traitement, et a fortiori les multi-traitements, les multi-essais thérapeutiques, sont source potentielle d'échecs au fur et à mesure. Mais plus ça va, et plus on a ça, et moins on a ça. Alors, est-ce qu'on est actif sur nos fameux réservoirs que j'évoquais tout à l'heure? Alors ça, c'est le grand point d'interrogation, d'autant plus difficile à résoudre qu'on ne sait pas très bien mesurer, aller chercher, aller quantifier et à apprécier l'importance de ces fameux réservoirs. Et ces réservoirs, eh bien, on peut imaginer que quand on est actif, on assèche le réservoir, mais vous voyez, il reste toujours un truc. Il reste toujours quelques flaques qui sont susceptibles de persister, et on n'a pas l'assèchement total. D'où le risque de voir, après une amélioration, et si on arrêtait le traitement, reprendre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est quasi obligatoire pour le moment encore, reprendre la multiplication virale. Donc autrement dit, même si ça a baissé grâce au traitement, si on arrête, ça repart et la chute redémarre. Alors, je suis presque au bout de mon temps. Je voudrais juste terminer par 2-3 petites remarques. On ne va pas tout lire, on n'a pas le temps. Ce que je veux dire, c'est qu'un sujet séropositif indétectable en charge virale, normalement, ne transmet plus le virus. Donc, c'est un élément très important qu'on ne dit pas trop fort, parce que ne transmet plus, sans doute, ne transmet plus du tout, c'est difficile à dire. Donc, autrement dit, ça ne dispense pas encore du préservatif, mais ça permet quand même un certain nombre d'avancées, et en particulier d'améliorer peut-être en matière de grossesse, de désir de grossesse dans un couple sérodiscordant ou les deux séropositifs, d'avoir un enfant sans risque. Deuxième élément, c'est de tout faire maintenant avec les améliorations que je vous ai montrées en tolérance et en efficacité. Tout le monde doit être traité. Et si tout le monde doit être traité, il faut dépister. Et donc il faut
faire une campagne pour que les gens se dépistent. Il y a encore à peu près 30 000 séropositifs en France qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir qu'ils sont séropositifs. C'est dommage, parce qu'ils vont évoluer progressivement, ça va être à quelques années, mais ils évolueront vers la déficience immunitaire, et alors qu'on peut leur proposer un traitement, vous avez vu, d'une remarquable simplicité aujourd'hui. Donc, toutes les personnes vivant avec le VIH, quel que soit son état immunitaire, doit pouvoir être traité. Je vais peut-être passer là-dessus, qui est un problème annexe, mais ce que je voudrais dire, et je terminerai aussi un peu par ça, c'est qu'on est maintenant aussi, vous le savez, avec beaucoup de sujets qui sont à la fois infectés par le VIH et l'hépatite C. Alors, il y a quelques années, on se disait, bon, l'hépatite C, à la limite, on s'en fiche, ça évolue lentement, occupons-nous du VIH, on a déjà bien suffisamment à faire, et après on verra. Et bien alors maintenant, on voit, c'est-à-dire que les malades sont parfaitement contrôlés sur le VIH et qui vont évoluer dans le cadre du VHC, de l'hépatite C. Donc, il faut faire quelque chose. Et on peut faire quelque chose maintenant, car alors j'ai admiré les progrès faits par les laboratoires en matière de VIH, mais alors en matière d'hépatite C, maintenant ça y est, c'est lancé. Et on a un certain nombre de molécules qui sont marquées ici, que vous voyez marquées ici, et qui sont déjà commercialisées, qui coûtent extrêmement cher, mais qui guérissent l'hépatite C. Mais qui guérissent l'hépatite C. Là, on contrôle le VIH, mais on guérit l'hépatite C. Et donc, dans quelques années, on verra disparaître, d'éradiquer de la surface du globe le virus de l'hépatite C. Voilà, ça c'est quand même quelques indications purement indications en 2013 sur le prix des molécules, ce qui vous permet de faire des extrapolations sur les trithérapies et de voir que tout ceci quand même n'est pas gratuit et que donc la société doit supporter ces dépenses de santé. Ça, c'est pour dire que la recherche continue, tout ça est banal, c'est les numéros d'immatriculation des molécules qui sont en cours de développement. Et il faut savoir quand même qu'il y a des éléments de recherche qui peuvent encore améliorer. C'est-à-dire que peut-être on va pouvoir faire maintenant des traitements espacés, et que ça ne sera pas une fois par jour, mais une fois par mois. Ce qui permettra, par exemple, en Afrique, avec des molécules retard, d'améliorer la prise en charge thérapeutique. Et puis, il y a même d'autres substances, d'autres façons de voir, et en particulier des substances actives directement de la dopivirine, qui est un antiviral, qui pourrait être administré en intravaginal et inhiber le virus, ce qui, dans le cadre de relations sexuelles, pourrait être intéressant. Puis il y a d'autres encore, d'autres molécules. Voilà, pour être dans les temps, je vous remercie de votre attention.